Bonjour à tous. Alors en parcourant mollement le web, je suis encore tombé sur un article concernant les complotistes, écrit par des anticomplotistes, dans lesquels typiquement on a des réactions en fin d'article de Rudi Reichstadt ou Tristan Mendes France. Et il y a des choses qui m'inquiètent un petit peu. De toute façon, je ne peux pas m'empêcher de réagir à certaines choses. Je suis notamment tombé sur cette notion de contrôle social. Cela les incite à créer des communautés toujours plus soudées et moralement homogènes, qui, parce qu'elles ne rencontrent aucune contradiction ni aucun contrôle social d'aucune sorte, s'enquistent et filent tout droit vers le pire. Et cette notion de contrôle social, elle m'est insupportable. Ça fait tout de suite penser à la Chine avec son système de points et de contrôle social généralisé depuis quelques années. Par exemple, si vous jetez un mégot par terre dans certaines zones, comme un permis à points, vous pouvez avoir un point d'enlevé et votre visage mis en gros plan sur un immeuble du centre de la ville. Ce qui amène aussi les citoyens à se contrôler les uns les autres, à s'espionner, mais aussi ça encourage la délation. Il n'y a qu'à voir ce que ça donne sur la communauté ouïghour en Chine. C'est pas la peine après de dire qu'effectivement il faut entretenir la mémoire de génocide, etc., mais de fermer les yeux sur ce à quoi mène un contrôle social strict comme en Chine, où du coup on exclut toutes les autres communautés. Vous voyez, il faut être cohérent. Contrôle social, moi ça me fait tout de suite penser aux pires heures du KGB, mais aussi de la Stasi en Allemagne de l'Est, où un citoyen sur 10 travaillait pour l'État et surveillait d'une manière ou d'une autre ses concitoyens. Vous aviez des micros possiblement dans les appartements ou dans les couloirs de certaines résidences. Il y avait des surveillants à chaque coin de rue, ça c'était plutôt à Cuba communiste. Est-ce que c'est ça que vous voulez quand vous parlez de contrôle social? Vous savez à quoi ça peut mener, hein? Ensuite, camp d'internement, etc. Ça me semble très très dangereux et on observe un glissement de propos depuis quelques années entre le fait de désigner, que ce soit de simples contestataires ou de personnes en colère ou des gens qui croient à des choses incroyables, peu importe, des anarchistes. On observe peu à peu un glissement vers des termes comme fanatique, terroriste, passage à l'acte. Et ça, je trouve que c'est fait pour manipuler. Comment ça se fait qu'on n'accepte plus tous les discours et que là aussi on cristallise certaines choses? On va commencer par la base. Je vais prendre la définition du terme complot. Entente secrète entre des personnes afin de renverser une personne, de prendre le pouvoir, de s'emparer d'une fonction, d'une autorité. Ça, c'est une définition de base. J'avoue que j'ai du mal à me mettre dans la tête d'un anti-complotiste, puisque malheureusement, cette société aujourd'hui nous oblige à être schématique, c'est-à-dire anti-complotiste, ceux qui ne croient pas du tout au complot, et les complotistes, ceux qui croient à tous les complots, comme s'il fallait rentrer dans ces cases-là. C'est-à-dire croire à tout ou ne croire à rien. Bref, mais par exemple, Rudi Reichstadt donne l'impression de n'adhérer à aucun complot, comme si ça n'existe pas. Et j'avoue que dans mes recherches, j'arrive à me mettre dans la tête d'un patron du CAC 40. C'est difficile, mais j'arrive à me mettre dans la tête d'un patron qui en vient à un tel niveau de pouvoir qu'il a moins d'empathie quand il vire 500 ou 1000 personnes d'une de ses filiales. Enfin, au pire, vraiment, si je me conditionne, j'arrive à me mettre dans la logique de quelqu'un qui représente quelque chose que je n'apprécie pas, afin de mieux l'étudier. En général, j'y arrive. Mais j'avoue que j'ai beau faire des efforts, me mettre dans la tête d'un anti-complotiste, en fait, je sais pas du tout. Ce qui me trouble, c'est est-ce qu'il s'agit de gens qui sont en totale mauvaise foi, comme certains politiques, ou alors vraiment, ils sont tellement crédules du narratif du système qu'ils ne vont pas chercher plus loin et ils se laissent aussi influencer par tout leur cercle social. J'avoue que je sais pas trop. Prenons encore en exemple des gens comme Rudi Reichstadt et Tristan Mendes France, qui sont ceux les plus actifs en général par rapport aux théories du complot. J'ai une chose qui me vient à l'esprit, une théorie du coup, c'est il y a une possibilité pour que ce soit ce qu'on appelle des petits bourgeois qui ont eu une vie sans
sans réel problème, qui ont été très protégés. Moi je vois que ça, hein. Qui ont été très protégés, qui n'ont pas été amenés à voir un certain pan du monde, c'est-à-dire les réalités les moins belles. Et après, ça va très vite, hein, qui s'entretiennent dans un espèce de cercle parisianiste, qui s'entretiennent dans cette espèce d'illusion qu'il n'y a de complot nulle part et que, dans le fond, c'est plus simple, hein. Ça fait adhérer à tout le narratif officiel. Ça évite de se prendre la tête, comme on va dire aujourd'hui. Pour moi, c'est hyper pratique. C'est vrai que c'est plus facile de se lever le matin schématiquement, hein, en regardant BFM, en lisant le journal, que ce soit Le Monde, Libé, etc. Et adhérer en fait à tout ce narratif, pas forcément officiel du gouvernement, mais tout ça se tient, hein. Vous avez une petite marge de manœuvre qui vous donne l'impression que certains journaux sont un petit peu opposants, etc. au système, mais en réalité, il n'en est rien. Ça fait quand même partie d'une même vision globale. Et voilà, donc c'est-à-dire, vous prenez votre café le matin, vous prenez votre dose d'infos du régime officiel, mainstream, et voilà, toute la journée, c'est pratique, c'est-à-dire, dans le fond, on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. Et quand on voit pointer un complotiste avec une théorie, une nouvelle théorie, ou le fait qu'il défende tout simplement ses convictions, quelque part, je pense que ça remet en question le confort dans lequel ils s'entretiennent, ils s'illusionnent. C'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas meilleur défendeur de ce qu'on appelle l'ancien monde, l'ancien système. Ça, c'est pas être complotiste que de dire ça. Il y avait l'avant et l'après. C'est vrai que quand on se souvient de notre enfance dans les années 90, 2000, et c'est pas pareil qu'aujourd'hui, quoi. Il y a le monde d'avant, il y a le monde d'après, un peu comme l'ancien régime et le régime qui a succédé à 1789. C'est un petit peu la même chose. Et quelque part, ce sont les meilleurs défenseurs, hein, puisque tout va bien, il n'y a rien à voir. Il n'y a qu'à écouter Tristan Mendes France, qui dans un documentaire d'Arte, mais il le dit régulièrement, nous parle des complotistes, des moines soldats qui semblent croire qu'il y a un complot pédophile, etc. Donc c'est-à-dire que si on prend la position inverse, Tristan Mendes France ne croit pas qu'il y ait l'existence de complots réunissant des pédophiles ou des déviants sexuels de toutes sortes. Et pourtant, on a des médias mainstream, hein, qui nous ont fait part de démantèlement, de véritables réseaux, hein, 300 000 personnes en Allemagne, réseau pédophile. Mais si on est censé croire Tristan Mendes France, ça n'existe pas. Et moi, je pense que quelque part, ces anti-complotistes fervents, c'est des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé en entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous avez travaillé en entreprise, vous savez ce que c'est qu'un complot. Entente secrète entre des personnes afin de renverser une personne, s'emparer d'une fonction. Vous n'avez jamais été à une machine à café, vous n'avez jamais subi le fait qu'au moins 2 collègues fassent front contre vous, pour Dieu sait quelle raison. Ça ne vous est jamais arrivé de remarquer que quand vous arriviez dans une salle de réunion, un bureau, etc., certains collègues vous évitaient régulièrement, et pour vous apercevoir plus tard qu'il ou elle avait quelque chose en tête contre vous. Je sais pas. Enfin, on dirait que vous n'avez jamais été dans des entreprises, ce qui m'étonnerait pas. D'ailleurs, ça collerait avec le schéma petit bourgeois, qui n'est pas une insulte forcément, hein, de ma part. Mais peu importe où on est né en fait, mais on se doit quand même de sortir de sa zone de confort, de se transcender, hein. C'est pas parce que vous êtes né petit bourgeois que vous devez refuter toutes les mauvaises réalités de ce monde. Et par ailleurs, ensuite on va analyser un petit peu les articles dans le fond. Si je prends Rudi Reichstadt, Rudi, pose-toi la question suivante. C'est-à-dire, selon toi, ils sont tous dans le même panier, selon toi, ce sont des imbéciles, hein, tu as écrit l'opium des imbéciles, mais bizarrement, toi, tu représentes un observatoire du complotisme, qui est Conspiracy Watch. Et tu es financé pour ce travail-là, je crois par Mémorial de la Shoah, si je ne me trompe pas. Mais là, il y a un paradoxe, c'est-à-dire, si c'était des imbéciles, ces gens-là, est-ce que d'après toi, ce sont des imbéciles dangereux? Mais des imbéciles, il n'y a pas besoin de faire un observatoire pour ça. Enfin, je veux dire,
Tout d'un coup, il y a l'artillerie lourde pour s'occuper de gens qui, selon toi, sont insignifiants, que tu méprises. C'est là, en fait, où est le paradoxe. Parce que je prendrai en exemple un extrait de Groland que j'ai vu récemment sur les complotistes. Je sais plus comment ça s'appelait, le complotiste du bar. On voyait une espèce d'alcoolique débiter 10 conneries à la minute et une nouvelle théorie par minute, en passant toutes ses journées au bar à boire des verres de vin blanc. Et alors, c'était plus ou moins humoristique, mais aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que même Groland, qui, il y a quelques années, enfin, on avait le sentiment que ça balançait quand même du lourd, entre guillemets, et c'était franco, quoi. Aujourd'hui, il ne se rend pas compte que ils acceptent quand même le système et le narratif du système, c'est-à-dire que ils semblent être des irréductibles un peu rebelles au sein de Canal+, etc. Mais en réalité, s'ils se foutent vraiment comme ça de la gueule des complotistes, en les faisant passer pour des alcooliques au bar du coin, c'est qu'il y a un petit problème là aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, dans une chaîne privée, enfin, je ne sais pas exactement combien ils gagnent, mais ça doit être confortable, eh bien, ça endort un petit peu, je pense. Et c'est très révélateur du reste de la société aussi. Que ce soit Groland ou les Guignols, plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Donc là aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éteindre totalement, parce que sinon, il y aura une véritable contestation sociale. Vous ne pouvez pas totalement supprimer les Guignols. Enfin, on a vu ce que ça avait fait quand... C'est pas Bouygues qui avait racheté Canal+. Je sais plus. Les Guignols ont été supprimés pendant 6 mois, je crois. Et on a vu ce que ça a fait. Et d'ailleurs, ça colle bien à ce narratif-là. Ça colle bien à ça. Hein. Exclure les fanatiques des réseaux sociaux pourrait être un catalyseur de passage à l'acte. Bah, c'est humain. C'est pour tout le monde. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez totalement supprimé Groland ou les Guignols, je pense que ça aurait vraiment cristallisé les positions de beaucoup de gens qui supportent plus ou moins le système, c'est-à-dire ils vont au boulot tous les jours comme tout le monde, mais ils en peuvent tellement plus le soir de tout ce système qu'ils aiment bien regarder Guignol ou Groland parce que c'est tellement du non-sens avec une certaine franchise que ça fait du bien à regarder, ça soulage. Hein, moi j'ai déjà vu des commentaires, les gens disent grosse journée de merde au boulot, au moins je me suis tapé une bonne barre quoi. Et en fait ça c'est un mécanisme humain. Donc là en fait dans cet article qu'on va un petit peu décrypter, ils font passer les complotistes, enfin fanatiques des réseaux sociaux, comme potentiellement pouvant passer à l'acte et que les censurer ça n'est pas bon parce que ça pourrait les faire passer à l'acte. Mais je ne sais pas de quel acte on parle, mais c'est humain, c'est comme ça pour tout le monde. De la même manière que certaines études sociologiques qui ont dit que les jeux vidéo, même y compris violents, sont faits pour catalyser en fait toutes les pulsions des gens. C'est vrai que, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, quelqu'un qui va jouer à un jeu de guerre, s'il est un petit peu frustré pour plusieurs raisons, tout le monde est frustré de quelque chose, eh bien, le fait de jouer à ce jeu de guerre va l'empêcher peut-être de tuer dans la vraie vie. Hein, au pire. Mais je rappelle qu'un psychopathe qui ne sait pas maîtriser ses pulsions, c'est quand même une infime partie de la population. D'ailleurs, il y a une partie de psychopathologie dans beaucoup de profils de la finance ou du pouvoir. Il y a eu des études là-dessus, donc ce qui montre que des politiques et des financiers sont des psychopathes. Alors leur passage à l'acte, ça va être le trading ou la politique. C'est pas forcément le fait de tuer, mais c'est quand même la psychopathologie. Donc tout dépend de quel passage à l'acte on parle, mais la psychopathologie qui passe à l'acte, elle est infime. Hein. C'est pas parce qu'on a des pulsions qu'on va, je sais pas moi, tuer des gens ou faire des choses horribles. Hein. D'ailleurs, une pulsion, en fait, ça veut dire qu'on est mu à minima par l'énergie sexuelle. Freud en parlait bien, enfin plus ou moins bien. Il disait qu'il y avait une énergie phénoménale dans l'humain qui est l'énergie sexuelle, que d'ailleurs les publicitaires connaissent bien, avec le subliminal, etc. C'est pour vous faire passer à l'acte d'achat, du coup. Eh bien, on utilise le neuromarketing et le marketing pour, en fait, jouer avec vos pulsions, ou les libérer vos pulsions et faire un transfert en fait psychanalytique vers une décision d'achat. C'est un passage à l'acte.
Donc là aussi, ça veut dire quoi? C'est quoi ces termes de passage à l'acte, etc. C'est très très flou. Alors pour Slate, qu'est-ce que c'est qu'un complotiste? C'est un peu un fourre-tout, comme on va voir, hein. On nous parle là d'une foule d'1 millier d'individus qui déferlaient sur le Capitole, au siège du Congrès américain, le 6 janvier 2021. Donc typiquement les QAnon, etc. Là, on nous parle d'un terroriste suprémaciste, foncer sur la foule avec sa voiture, tuer une militante antiraciste et faire une vingtaine de blessés. Donc là, on ne sait pas si c'est un suprémaciste ou un complotiste, mais effectivement, c'est un acte terroriste, avant tout. Ici, on a Robert Bowers qui avait ouvert le feu en 2018 dans une synagogue de Pittsburgh. Et ici, on nous parle du forum d'Incels, cette idéologie d'exclus du marché sexuel unis dans leur misogynie. Bref, il s'agit d'un réseau de, je sais pas comment on dit, MGTOW, MGTOW, je sais pas comment on dit. Donc là, on a tout et n'importe quoi. On a des terroristes, on a des antisémites qui tirent sur des juifs à la sortie de la synagogue, on a des misogynes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un misogyne? Est-ce que c'est leur seule qualité? Après tout, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais s'il s'agit d'un forum dans lequel des hommes s'entretiennent entre eux des choses qu'ils ont connues dans leur passé, etc., je veux dire, ça les regarde. Hein, s'il n'y avait pas ces forums-là, effectivement, ça serait problématique. Quand la société est malade, de toute façon, il faut des lieux où les gens puissent sortir tout ça, s'exprimer. Hein? Posez-vous cette question aussi, les anti-complotistes. Si la société actuelle n'était pas devenue aussi merdique, je pense que tout le monde serait beaucoup plus équilibré aussi. Hein? Ça vous intéresserait pas de travailler en amont avec les autorités, de se demander pourquoi il y a des gens violents? Intéressez-vous à ça en amont plutôt que d'essayer de punir les gens une fois qu'ils ont dit quelque chose ou commis quelque chose. Ou se demander comment on va les censurer sans donner l'impression qu'on les censure. Je sais pas, intéressez-vous à la misère sociale, sortez un petit peu de votre confort quotidien de bobo. Hein? Quelqu'un, je sais pas moi, qui touche le RSA, sa femme est partie avec les gosses, il est malade, il a pas envie de se faire vacciner parce qu'il est fragile, donc du coup, il peut plus aller voir le médecin, peut plus se faire opérer s'il est pas... Enfin, je sais pas, vous voyez quelqu'un qui cumulerait toutes les merdes possibles, dites-vous pourquoi cette personne-là pourrait effectivement péter un câble. Hein? Est-ce que la société est si égalitaire que ça aujourd'hui en 2021? Je sais pas. Enfin, ça serait mieux que plutôt que de brasser du vent et de se demander comment on pourrait censurer les gens ou mettre en place un contrôle social, hein, de délation. Et puis quelque part, là aussi je m'adresse à Rudy et Tristan, je peux comprendre votre contexte. Vous avez probablement grandi avec des parents, non, plutôt des grands-parents qui ont pu vivre l'Holocauste, des internements à Auschwitz, Treblinka ou Natzwiller-Struthof. Et même si vous ne l'avez pas vécu vous-même, c'est totalement compréhensible d'avoir une certaine haine invisible quand un grand-parent vous a raconté que tout le reste de sa famille a été tué à cause des nazis, etc. C'est le même traumatisme d'ailleurs que moi, mes grands-parents qui me racontaient quand les Allemands avaient rasé leur maison et qu'ils avaient dû en racheter une et que l'État n'avait même pas participé, et qu'il y avait des tickets de rationnement, qu'ils ne mangeaient pas à leur faim tous les jours, quand ils entendaient les avions dans le ciel pointer, etc. Et quelque part, dans l'ADN, ils transmettent ces peurs primales à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ensuite, nous, on va transformer ça, en fait, ces angoisses avec des choses contemporaines dans notre vie, mais ça reste des traumatismes. Il n'y a pas un traumatisme qui est plus valable qu'un autre. Ça reste des traumatismes qui sont transmis et il faut un petit peu sortir des a priori. Moi, c'est pas parce que mes grands-parents m'ont parlé de l'horreur qui était la Deuxième Guerre mondiale que je dois avoir une haine pour le peuple allemand aujourd'hui. Et pourtant, les raccourcis, ils sont très rapides. Moi, je me souviens, que ce soit au collège, au lycée, etc., la plupart de mes amis, qui n'étaient pas d'ailleurs les plus idiots, hein, quand on parlait de l'Allemagne ou autre, c'était toujours des ricanements, nazis, tout ça, machin. Je veux dire, c'est vraiment pas génial, quoi, d'avoir... Et je me souviens qu'au collège, on nous a pas mal retourné le cerveau avec tout le temps des trucs sur la Shoah,
les nazis. Il faut entretenir la mémoire, mais je veux dire, il faut aussi entretenir toutes les mémoires et là non plus pas cristalliser. Ce qui du coup va créer des a priori sur le peuple allemand d'aujourd'hui qui n'a rien à voir. Chez les jeunes, ils vont pas y prendre garde et puis ils vont avoir des a priori. Et donc, pour en revenir à Rudy et Tristan, euh, j'imagine que pendant leur enfance, voilà, on a dû lui dire, tu sais, tes ancêtres, ils ont souffert des nazis, de l'extrémisme. Et puis après, le raccourci est vite fait. Hein, tout dépend après comment on va se développer une fois adulte. Mais j'imagine que par exemple dans la tête de Rudy, il doit vraiment se dire que un complotiste, pour lui, c'est forcément quelqu'un qui va nier la Shoah, qui est antisémite, qui est raciste, qui est anti-évolution sociale, anti-progressisme, qui est aussi anti-vaccin, qui est... c'est une espèce de fourre-tout qu'on utilise en fait pour, dans le fond, cristalliser la haine invisible ou les frustrations qu'ont certains types de personnes. Parce que là encore, une fois je dis, tout le monde a des frustrations. La frustration, en fait, ça naît du fait d'avoir conscience de ne pas pouvoir faire quelque chose quand quelque chose vous met en colère. Mais ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Vous avez un parent qui est mort, votre père ou votre mère, quand vous aviez 10 ans, vous l'avez vu mourir sous vos yeux, vous n'avez rien pu y faire, vous serez frustré, je veux dire. Vous serez frustré et vous aurez une espèce de colère invisible, sourde, qui vous poursuivra tout au long de la vie, surtout si vous ne réussissez pas à la transcender. Donc c'est bien gentil, par exemple, de vouloir décortiquer au mieux, hein, parce qu'en général, ils ne veulent pas comprendre les complotistes, mais parfois, au mieux, on a des articles qui nous font passer ces gens-là pour des gens, vous savez, malades, et que, dans le fond, le complotisme serait un réenchantement du monde, alors que pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt difficile de se lever le matin en se disant que le monde est aussi pourri. C'est plus difficile que soutenir le système, vous savez. Mais bref. Et que dans le fond, ce désir de réenchanter le monde, moi j'ai déjà lu dans des articles que ça pourrait venir suite à des syndromes post-traumatiques, que ça soit quelqu'un qui était militaire, quelqu'un qui a vécu du stress intense à répétition, que ce soit au travail ou du harcèlement, ou quelqu'un qui a perdu un proche, bref. Syndrome post-traumatique, qui peut, ça je l'accorde, qui peut, comment dire, modifier le terrain de base qui constitue votre psychisme, votre façon de réfléchir, etc. Effectivement, quand vous avez eu plein de merde, que vos parents sont morts, que vous êtes au chômage, que votre copine vous a quitté, ça peut être un bon début pour soit une dépression. En fait, il y a deux solutions. Il y a le combat ou la fuite, en général. Donc quelqu'un qui va choisir la fuite, bah, ça va être la dépression, peut-être quelqu'un qui va après jouer à des jeux vidéo 15 heures par jour, qui va devenir un gamer, enfin ça peut se transformer en plein de choses. Et celui qui a plutôt le combat dans son ADN, eh bien il va plutôt se tourner vers les choses pour lesquelles il pourra éventuellement lutter, c'est-à-dire se trouver une cause. Alors ça peut donner le pire ou le meilleur, ça après c'est l'être humain. Hein. On ne peut pas tout maîtriser malheureusement, ça a toujours été comme ça. Alors il y a des gens, moi je me souviens, j'avais un collègue, on faisait à peine attention au fait qu'il était musulman, quoi. Il en parlait pas et tout, et à partir du moment où il y a eu un divorce, enfin il a divorcé de sa femme et tout, c'est devenu un véritable extrémiste, quoi. Il voulait même me faire rencontrer ses potes barbus et tout, parce qu'il croyait que, comment dire, enfin, il croyait qu'il pouvait me convaincre sur je sais pas quoi et tout, et enfin, pareil avec d'autres collègues, et ouais, bah, soit il va choisir ça, soit d'autres vont étudier le monde et découvrir qu'en fait, effectivement, le monde n'est pas rose. Alors, ça permet de se conforter, oui, mais il y a plein de choses qui permettent de se conforter dans la vie, hein.
Un anticomplotiste, il va se conforter en se disant que aucun complot n'existe, ce qui est aussi faux que l'inverse. Bref, tout ça est humain. Et oui, un complotiste, éventuellement, il a pu avoir un passé assez difficile, ce qui peut être parfois un événement déclencheur euh, pour des recherches. Ça peut aussi donner des journalistes de terrain. Comment on appelle ça, d'investigation, ouais. Ça peut aussi donner, comment dire, Robert Kiyosaki qui étudie la réussite personnelle, mais aussi Napoléon Hill on dit très souvent que beaucoup de fortunes s'étaient faites sur une base de frustration. Ou par exemple, des jeunes hommes qui avaient perdu leur père très tôt et qui voulaient leur prouver inconsciemment quelque chose en devenant riches. Voilà, l'énergie humaine, qui est basée sur l'énergie sexuelle, va se transformer en tout un... Comment dire, tout un spectre de choses différentes, et c'est ça qui fait qu'on est humain. Malheureusement, on ne pourra jamais empêcher qu'il y ait des gens qui deviennent terroristes, d'autres qui deviennent ceci, d'autres qui... Je veux dire, même un anti-complotiste a le droit de vivre, hein, autant qu'un complotiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il faut accepter que ce sera toujours comme ça, de la même manière que il y a toujours eu des élites, il y aura toujours le petit peuple, les travailleurs, la classe moyenne, et c'est toujours les mêmes statistiques, à peu près. Pareil avec la courbe de l'intelligence. Il y aura toujours des gens intelligents, moyennement intelligents, des cons. Je crois que c'est comme ça, en fait. Faut l'accepter. Et ne pas finir dans un système où finalement on est dans le meilleur des mondes, ou 1984, ou Soleil Vert, j'en sais rien, ou Vanilla Sky, je crois, avec Tom Cruise, dans lesquels on nous expliquait que dans le futur, on pourrait déjouer les crimes dans l'esprit des gens avant qu'ils les commettent. Enfin, je veux dire, franchement, si vous voulez en arriver à un système comme ça, il n'y aura plus beaucoup d'humanité à ce moment-là. Je pense qu'il faut accepter le fait qu'on soit imparfait. Et l'entité qui nous a créés, qui a créé ce monde, peu importe si vous croyez en Dieu ou pas, s'il nous a fait imparfaits, c'est que ça fait partie de notre évolution. Qu'est-ce que c'est que cette chimère de vouloir éradiquer certaines choses de la même manière que le mal, on ne peut pas l'éradiquer, on peut lutter contre, faire son mieux possible. Et quelque part, en fait, chacun a une mission de vie différente. Et en fait, il faut juste faire ce qui semble juste pour soi-même. Mais c'est tout. Ok, donc là, c'était un long aparté. Donc, qu'est-ce que nous dit cet article? Les influenceurs complotistes peuvent-ils déstabiliser l'élection présidentielle? Ça c'est nouveau, hein, influenceurs complotistes. Avant, je me souviens, on nous faisait passer pour des déclassés, des gens à l'écart. Je me souviens même, au début que j'avais ma chaîne, certains me disaient mais YouTube a pas besoin de vous, en plus vous rapportez rien, vous rapportez pas d'argent. J'ai dit, oh, détrompe-toi, parce que la plateforme met des publicités, même si on n'est pas d'accord, hein, quand il y a du contenu audiovisuel ou autre. Et avec le nombre de vues qu'on fait, ça rapporte beaucoup d'argent à la plateforme. Donc, on est aussi influenceur que les autres, je veux dire. C'est pas mieux d'être une influenceuse et comment dire, d'être une affiliée qui parle de maquillage. C'est pas plus utile pour la société qu'un complotiste, entre guillemets. Hein. Je sais pas moi, une fille qui va avoir 500 000 abonnés, qui va charcuter pour en arriver à ça, qui est une influenceuse, qui se fait payer par des marques, et qui est pas trop regardante, qui conseille à ses abonnés d'acheter tel ou tel maquillage, sans relever le fait que ça a été testé sur des animaux de manière inhumaine, ou
voyez ce que je veux dire? Hein, si on est regardant, il faut l'être pour tout. Et quelqu'un qui fait de la ASMR ou qui est influenceuse pour Dieu sait quelle connerie, euh, elle n'est pas plus utile ou inutile qu'un complotiste, que ce que vous appelez un complotiste. Hein, d'accord? C'est pas parce qu'il y a des empêcheurs de tourner en rond sur cette terre que ce sont forcément des emmerdeurs qui viennent vous emmerder dans votre vie. Hein. De la même manière que actuellement, le président de la République semblerait nous faire croire que, comme par hasard, ça arrive en fin de mandat. Hein. C'est-à-dire, quelque part, pour se déculpabiliser de toutes les erreurs qu'il a commises, il veut là, en dernier recours, nous faire croire que monter en fait le peuple vacciné contre les non-vaccinés et nous faire croire que tout ça est à cause des non-vaccinés. Alors même qu'on a plein de gens, moi j'ai pas mal d'amis qui ont tout ce qu'il faut comme vaccin et qui chopent le Covid, qui le transmettent aux autres, vaccinés ou non vaccinés d'ailleurs, et qui ne respectent pas les gestes barrières quand il s'agit de faire la fête et s'amuser au premier de l'an, à Noël, tout ça. Et pour moi, les plus irresponsables que j'ai connus, c'est ceux qui sont vaccinés et qui se croient tout permis, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais j'en ai certains, même des clients, qui me disaient oh non, non, je disais mettez votre masque, monsieur ou madame, s'il vous plaît, parce que vous me parlez à 50 centimètres, voilà, il faut quand même respecter les gestes barrières. Oh, mais vous savez, vous inquiétez pas, je suis vacciné. Hein. Et j'avais envie de dire mais t'as rien compris, toi. Même si t'es vacciné, tu peux transmettre le virus et tu peux quand même attraper des merdes ou me les refiler à moi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu crois que tu as eu ton sésame que tu peux faire n'importe quoi, ne pas respecter les gestes barrières, etc. Vous voyez, moi par exemple, je suis très légaliste en ce qui concerne si l'État me dit de respecter les gestes barrières pour le respect des autres, alors moi je serai le premier à le faire. Et vraiment là-dessus, je suis assez pointilleux. Par contre, après, ce qui concerne votre corps, c'est votre décision à vous d'accepter une substance. Ça, c'est pas le problème des autres. Hein. Et ni votre employeur, ni personne n'a à savoir normalement quel est votre statut médical. Et ça aussi, ça commence à changer. Hein. On fait pression sur vous et même certains employeurs embauchent en disant, vous savez, il faut que vous soyez vacciné. Ce qui est totalement illégal au niveau du droit du travail, mais peu importe, on n'en est pas à ça près. Ok. Donc, revenons sur les influenceurs complotistes. Donc maintenant, ils acceptent qu'on soit aussi influenceurs que eux peuvent l'être. Donc quelque part, on est anti-système et on est en dehors du système quand ça les arrange, mais on est quand même dedans quand ça les arrange aussi. Hein. Bref. La politique sanitaire du gouvernement, pass sanitaire inclus, ne servirait qu'à installer une dictature mondiale numérique où l'intelligence artificielle dominerait l'humain. Alors après, il parle de Telegram. Alors, je sais pas, hein, rien que par rapport à ça, je sais pas si vous avez lu les bouquins du professeur Perron, qui est quand même un professeur en médecine, donc vous voyez, ça aussi, c'est des gens, vous pouvez pas juste les traiter de complotistes. Un professeur en médecine, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves dans son domaine, encore plus qu'un docteur. Hein, et professeur Perron, hôpital de Garches, spécialiste en maladies tropicales en infectiologie, il a quand même travaillé pendant 10 ou 15 ans pour l'Organisation mondiale de la santé, donc vous ne pouvez pas balayer tout ça d'un revers de main. Et quand lui, il pointe toutes les erreurs, mais qui sont plus que des erreurs, hein, c'est là où on a l'impression que... Je veux dire, on aurait voulu empirer la situation dès le début, sanitaire, on n'aurait pas fait mieux en France. Hein. Donc... vous ne pouvez pas, par exemple, juste mettre le professeur Perron sur le banc de touche, quelqu'un qui a donné toute sa carrière à soigner les gens, etc., le mettre sur le banc de touche, comme le professeur Raoult, là, et les mettre en retraite anticipée. Heureusement, alors Raoult, non, il avait dépassé l'âge, mais Perron, on voulait le dégager avant qu'il était à 1 an de la retraite. Enfin, vous imaginez, ils ont passé toute leur vie à aider les autres. Dans ses bouquins, Perron, il raconte que pendant le Covid, et même avant, l'hôpital était dans un état de délabrement total. Ils n'ont même pas le temps de prendre un café. Je veux dire, c'est chaud quand même. Quand tu n'as même pas le temps de te booster, de prendre un café, ni le temps de manger, etc. Quand tu es de garde 48 heures, 72 heures,
Et on va traiter ces gens-là comme des malpropres juste parce qu'ils disent ce qu'il a observé autour de lui. Hein, ce professeur qui a observé que tous ceux qui composent les conseils sanitaires créés par le gouvernement, ils ont quasiment tous reçu de l'argent de laboratoires, je ne vais pas citer des noms, mais il observe les choses. Hein, et on ne peut pas dire qu'il manque de compétences sur les situations sanitaires, puisque c'était son rôle pendant 15 ans à l'OMS, et on ne peut pas dire que c'est un complotiste. Un professeur en médecine, il n'a pas le temps d'être complotiste, vous voyez ce que je veux dire? Il est sur le terrain, lui. Il a pas besoin d'aller tous les jours à BFM TV, comme tous les faux médecins qui soignent jamais leurs patients. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà ça, c'est discutable. Et puis, expliquez-nous pourquoi tout ça correspond comme par hasard au grand reset exposé par Klaus Schwab et des gens du forum de Davos. Je veux dire, c'est pas du complotisme, c'est assumé. Ils le disent. Donc comment ça se fait que ça correspond à une situation sanitaire? Enfin bref. Et voilà, Tristan Mendes-France souligne que ces dernières années, les grandes plateformes ont banni nombre de comptes complotistes et que c'est pas tellement une bonne chose parce que ça les rend plus extrémistes. Mais c'est comme pour tout, j'ai envie de dire. Hein. Si au boulot vous avez été viré comme une merde, la prochaine fois vous vous inscrirez au syndicat CGT ou... Hein. Donc est-ce que vous allez traiter par exemple les syndicalistes de complotistes? Puisque, hein, on revient à la définition, entente, alors secrète, c'est même pas secret, entre des personnes afin de s'emparer d'une autorité par exemple. Est-ce que vous définiriez les syndicalistes comme des complotistes? Non, et puis vous savez, tous ces gens-là sont utiles parce que vous n'auriez plus ni les complotistes, ni les syndicalistes, ni ce qu'on appelle les gilets jaunes, etc. Vous sembleriez être content de votre sort dans ce futur qu'on nous prépare. Mais vous savez, si on n'était pas là, vous commenceriez à voir les choses totalitaires qui se mettent en place. Et je suis pas sûr que ça vous conviendrait au bout d'un certain temps. Vous-même, vous deviendriez complotiste. J'en suis sûr. Donc, j'ai envie de dire, c'est humain. Hein. Si vous êtes viré comme une merde, bah, ensuite, vous allez reprendre du poil de la bête. Si vous avez choisi le combat. Si vous avez choisi la fuite, ça va être dépression, l'exomie, l'alcool, barbiturique. D'accord? Mais action, réaction, enfin, c'est normal, c'est humain, hein, c'est pas propre aux complotistes. Donc, quand on vous empêche de parler alors que la vie, la société est déjà bien merdique, c'est-à-dire que on vous confine, on vous fait rester chez vous, interdire certaines choses et tout, et en plus, vous devriez être content de votre sort et ne rien dire. Ah, non. Parce que ça, c'est le meilleur vecteur pour une révolution. Hein. Si vous voulez que les gens en viennent aux mains, continuez comme ça. Si vous les empêchez de parler, c'est humain. Ceux qui choisissent de se battre au quotidien pour leur liberté, tout simplement, si vous les empêchez de parler, c'est sûr que ça ne va pas le faire, en fait. Hein. Pourquoi ça devrait le faire, d'ailleurs? Hein? Si vous êtes un parfait mouton docile, tant mieux pour vous, mais je veux dire, acceptez qu'il y ait d'autres visions du monde que la vôtre, quoi. Hein? Voilà. Et je voulais finir cette vidéo par l'exemple de Frédéric Beigbeder. C'est-à-dire que, quand on comprend bien le narratif, un complotiste, il n'a pas le droit de formuler des théories. On va lui demander des preuves, des copies d'écran, parce qu'ensuite on va nous dire, tu n'as pas le droit de... C'est quoi la phrase préférée des zététiciens, là? À affirmation spectaculaire, besoin de sources spectaculaires. Enfin, un truc comme ça. C'est-à-dire que tu peux rien affirmer ou rien soulever comme hypothèse si tu n'as pas de preuves. Mais les gars, déjà, il y a plein de choses qui existent dans ce monde, vous ne trouverez pas de preuves. Hein? Quand un gouvernement fait appel à ses services secrets pour une mission, allez trouver des preuves.
Alors je dis pas aux États-Unis, hein, où ils déclassifient éventuellement, si c'est pas passé au broyeur à papier, ils déclassifient au bout de 50 ans, éventuellement, si c'est dans leur intérêt. Mais en France, pour l'instant, il n'y a pas trop de déclassification. Donc allez me trouver des preuves pour étayer le fait que vous savez qu'il y a une opération secrète dans tel objectif, donc ce qui correspond hein, à la définition du complot, entente secrète entre des personnes afin de renverser, ça peut être un pouvoir, hein. Vous vous souvenez de l'époque de la France-Afrique, Elf-Aquitaine, qui s'est transformée en Total. On sait bien, mais c'est difficile de trouver des preuves, mais on sait bien, parce qu'il y a des mercenaires à la retraite qui ont parlé, que des mercenaires étaient payés par cette entreprise publique pour renverser des régimes, pour mettre quelqu'un au pouvoir, quelqu'un qui serait davantage favorable à la spoliation de toutes les richesses naturelles du pays. Hein, c'est pas très compliqué à comprendre. Ils font la même chose, les États-Unis, avec les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Pas tous, hein, certains pays qu'ils considèrent comme des satellites. Bref. Là aussi, un bon exemple, hein, Hugo Chavez qui ouvrait trop sa grande gueule, mais heureusement qu'il avait une grande gueule pour son peuple. Bon, bah, aujourd'hui, il est mort et, comme par hasard, c'était un pays où il y avait du pétrole. Bon, alors vous allez me dire, ah, rien que le terme comme par hasard, c'est un truc de complotiste, ça évite de donner des preuves. Mais cette vidéo n'a pas pour lieu de donner des preuves pendant 1h30, ce qui ne serait pas le sujet, c'est juste pour étayer mes propos aujourd'hui. D'accord ? Je donne juste mon opinion dans cette vidéo parce que j'en ai le droit. Donc, voilà une preuve du fait que notre société est à 2 vitesses. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc, Frédéric Beigbeder, lui, développe une surprenante théorie sur la mort des Bogdanov. Donc, il connaissait un petit peu les Bogdanov. Et donc, invité sur un média mainstream, sur le plateau de Quotidien ce vendredi 7 janvier, il a développé une surprenante théorie sur les raisons de leur mort. Est-ce que je peux échafauder une théorie, demande-t-il à Yann Barthès. Je me dis quand même, c'était des scientifiques, c'était des garçons qui avaient une ambition d'être des savants. Je me demande s'ils ne se sont pas sacrifiés, s'ils n'ont pas donné leur vie pour dire aux gens « vaccinez-vous ». Ils n'étaient pas vaccinés, ils sont morts, et donc ils ont prouvé qu'il fallait se vacciner. Alors Yann Barthès a dit « alors, c'est une théorie, voilà, on la garde ». Donc, si vous vous appelez Beigbeder, que vous êtes sur un média mainstream, vous avez le droit d'avoir une surprenante théorie. Alors là, c'est pas un complot, hein, puisque officiellement, c'est pas un complotiste, donc c'est une théorie, mais c'est pas une théorie du complot. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'autre que Frédéric Beigbeder, ou peu importe hein, la personne, c'est pas forcément lui, et que vous étayez une thèse auprès de, je sais pas, Yann Barthès ou quelqu'un d'autre, en disant c'est bizarre qu'on ait récupéré leur mort à tous les deux, comme par hasard, en nous précisant qu'ils sont morts du Covid sans être vaccinés. C'est bizarre comme c'est récupéré, et ces journalistes, ils n'ont pas honte de récupérer la mort de personnes pour étayer leur agenda de vaccination. Non, là, on dirait que c'est une théorie complotiste, alors que c'est aussi valable que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, je veux dire, après tout, ces journalistes de BFM ou autres, je crois que c'était un journaliste de BFM le premier qui avait dit il semblerait qu'il ne fut pas le premier vacciné contre le Covid. Je veux dire, ce sont des informations médicales qui sont censées être secrètes. Alors même si tu es un journaliste fouille-merde, c'est pas des informations qu'un médecin est censé déjà vous donner. Je me demande comment c'est possible. Et je sais pas, c'est pas votre problème, quoi. Respectez la mort de quelqu'un et le fait que les proches n'ont pas envie que votre info soit récupérée pour un narratif de campagne de vaccination. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, là, si on va te dire ça, on est complotiste. Parce qu'on est contre le vent, contre la direction que prend le vent actuellement. Alors que si on développe une surprenante théorie sur leur mort en disant que ils sont morts
exprès pour faire passer le message de se faire vacciner, enfin c'est quand même, c'est pas que surprenant, c'est choquant pour leurs proches. Mais non, ça on a le droit de le dire sur les médias mainstream. Donc voilà, cette société à deux vitesses, avec cette parfaite schizophrénie qui consiste à juger les autres, appliquer aux autres des choses qu'on ne s'applique pas à soi-même. Donc, je sais pas. Qui sont les complotistes? Eh ben, ils sont des garde-fous, peut-être, dans une société où s'ils n'étaient pas là, il y aurait plus grand monde pour résister à la marche effrénée, non pas vers un progrès, mais potentiellement vers une société entièrement robotisée, inhumaine, dans laquelle les gens se surveilleraient les uns les autres, avec un système de contrôle et de crédit social, où vous devez vous vacciner tous les 3-4 mois, sans que vous puissiez dire quoi que ce soit, dans lequel il y a un narratif officiel du gouvernement pour lequel vous ne pouvez pas dévier, ne pas dire ce que vous pensez. Très bien, si c'est ça que vous voulez, si vous êtes nostalgique de l'Union soviétique, du communisme, etc., allez-y, mais n'obligez pas les autres à vous suivre, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, comme il n'y a plus rien à écouter, que moi je dois finir, je vais vous laisser là. Donc vous avez vu, il n'y a, pas, il y a plus grand chose, hein. Je termine par les abdos et puis un peu de mollet. Sinon c'est complet, hein. Donc oui, donc il a parlé de Klaus Schwab. J'en ai parlé dans mes premières vidéos. Donc le fondateur du Forum économique mondial, pardon, le Forum de Davos. C'est ce bouquin-là. Voilà, Klaus Schwab, The World Economic Forum. Même pas, ce n'est même pas nécessaire de tout lire, hein. Vous lisez de la page 143 à 147. Écoutez, à un moment donné, si vous lisez pas, et comme je le dis à chaque fois, les évangiles, l'Apocalypse et Daniel, je sais pas moi, je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Faites ce que vous voulez. Allez, à la prochaine.